Chapitre 51. Il leur fallut une demi-heure pour redescendre. Heureusement, les anfractuosités de vieux Pépé offraient maintes prises, quoique son nez aurait constitué un obstacle difficile à franchir si un chêne luxuriant n'avait eu la bonne idée de lui pousser dans une narine. Le bagage ne s'embarrassa pas d'autant de manières. Il sauta et descendit par bonds successifs, apparemment sans dommage. Assis dans l'herbe, Cohen essayait de reprendre son souffle et attendait que ses idées se remettent en place. Il observait le bagage d'un œil songeur. « Les chevaux sont tous partis, » dit Defleur. « On les retrouvera, » fit Cohen. Il ne lâchait pas du regard le bagage qui prit un air gêné. « Ils transportaient toutes nos provisions, » dit Rincevent. « La nourriture, ça manque pas dans la forêt. »« J'ai des biscuits nourrissants dans le bagage, » dit Defleur. « Des sablés de voyage, des amis sûrs dans les coups durs. »« Je les ai goûtés, » dit Rincevent. « Ça a du mal à passer et... » Cohen se mit debout en grimaçant. « Excusez-moi, » dit-il sèchement. « Il y a quelque chose que je voudrais savoir. » Il s'approcha du bagage et empoigna le couvercle. Le coffre recula précipitamment, mais Cohen allongea un pied maigrelet et lui faucha la moitié des jambes. Tandis que le coffre se contorsionnait pour le mordre, l'octogénaire serra les mâchoires, souleva et retourna son adversaire qui se balança furieusement sur son couvercle bombé comme une tortue prise de folie. « Hé, c'est mon bagage !» dit Defleur. « Pourquoi il attaque mon bagage ?»« Je crois savoir, » dit calmement Béthane. « Je crois que c'est parce qu'il en a peur. » Defleur se tourna vers Rincevent bouche bée. Rincevent haussa les épaules. « Que veux-tu que je te dise ?» fit-il. « Moi, quand j'ai peur de quelque chose, je me sauve. » Dans un claquement de son couvercle, le bagage bondit en l'air et retomba sur ses pattes pour courir flanquer un coup de cornière de cuivre dans le tibia de Cohen. Au moment où le coffre faisait demi-tour, le vieillard le cramponna assez longtemps pour l'envoyer galoper à fond de train dans un rocher. « Pas mal, » fit Rincevent admiratif. Le bagage recula en chancelant, marqua une pause puis revint vers Cohen en agitant son couvercle d'un air menaçant. Cohen sauta et lui attira dessus, les mains et les pieds passés dans l'ouverture du couvercle. Le bagage en fut tout étonné. Il le fut encore davantage lorsque le héros prit une profonde inspiration et tira avec force. Les muscles qui saillaient sur ses bras maigres leur donnaient l'air de chaussettes remplies de noix de coco. Ils restèrent ainsi enlacés un petit moment, tendons contre charnière. De temps en temps, l'un ou l'autre laissait échapper un craquement. Béthane donna un coup de coude dans les côtes de Defleur. « Faites quelque chose, » dit-elle. « fit Defleur. « Oui. Bon, ça suffit, je crois. Fais-le descendre, s'il te plaît. » Le bagage lâcha un craquement de trahison au son de la voix de son maître. Son couvercle se souleva avec une telle violence que Cohen partit à la renverse avant de se remettre tant bien que mal sur ses pieds et de foncer à nouveau vers le coffre. Le contenu du bagage s'étalait au grand jour. Cohen y plongea les mains. Le bagage craqua un peu, mais il avait, à l'évidence, calculé les risques de se faire expédier tout en haut de la grande armoire céleste. Lorsque Rincevent osa jeter un coup d'œil entre ses doigts, Cohen regardait à l'intérieur du coffre et jurait à voix basse. « Du linge !» s'écria-t-il. « Chez tout, du linge !» Il tremblait de rage. « Je crois qu'il y a aussi des biscuits, » dit Defleur d'une petite voix. « Mais il y avait de l'or, et lui je l'ai vu bouffer quelqu'un. » Cohen lança un regard implorant à Rincevent. Le mage soupira. « Ne me demandez rien, » dit-il. « Ce foutu machin n'est pas à moi. »« Je l'ai acheté dans une boutique, » fit Defleur sur la défensive. « J'ai dit que je voulais une malle de voyage. »« Qui voyage toute seule, plutôt, » fit Rincevent. « Le bagage est très dévoué, » dit Defleur. « Ah oui, » convint Rincevent. « Si c'est le dévouement que tu recherches dans une valise. »« Un instant, » fit Cohen qui s'était affaissé sur un rocher. « Est-ce que c'était l'une de ces boutiques? Je veux dire, je parie que tu l'avais pas remarquée avant et, quand tu es revenu, elle était plus là, chez ça. » Le visage de Defleur s'éclaira. « C'est vrai. » Un marchand, petit, vieux et tout desséché. Un magasin plein de machins bizarres. « Exactement.
Je n'ai jamais pu la retrouver, la boutique. J'ai cru que je m'étais trompée de rue à son emplacement. Il n'y avait qu'un mur de briques. Je me souviens avoir pensé sur le moment que c'était plutôt... Cohen haussa les épaules. Une de ces boutiques-là. Note de bas de page. Nul ne sait pourquoi, mais les articles les plus mystérieux et magiques s'achètent tous dans des boutiques qui apparaissent, puis s'évanouissent en fumée, après une existence encore plus brève que celle d'un commerce de talismans par correspondance. Plusieurs explications ont été avancées, mais aucune ne rend entièrement compte des faits observés. Ces boutiques surgissent n'importe où dans l'univers, et leur non-existence instantanée dans une quelconque cité se remarque normalement aux foules de chalands qui parcourent les rues, les mains crispées sur des articles magiques défunts et des cartes de garantie chamarrées, et qui regardent les murs de briques d'un air soupçonneux. Dit-il. Ça explique tout, alors. Il se palpa le dos et grimaça. Ce crétin de cheval s'est chauvé avec mon liniment. Rincevant se rappela quelque chose et fouilla dans les profondeurs de sa robe désormais très sale et déchirée. Il en tira une bouteille verte. C'est ça, dit Cohen. T'es une vraie perle. Il jeta un regard en coin à Deux Fleurs. Je l'aurais battu, dit-il tranquillement. Même sans que tu le rappelles. J'aurais fini par le battre. C'est vrai, approuva Béthane. Vous deux, vous pouvez vous rendre utile, ajouta-t-il. Ce bagage-là a enfoncé une dent de troll pour nous sortir. C'était du diamant. Allez donc voir si vous trouvez les morceaux. Ça m'a donné une idée. Tandis que Béthane se retroussait les manches et débouchait la bouteille, Rincevant emmena Deux Fleurs à l'écart. Quand ils furent bien cachés derrière un arbuste, le mage dit « Il est devenu ma boule. »« C'est de Cohen le barbare que tu parles, » fit Deux Fleurs sincèrement choquée. « C'est le plus grand guerrier que... » C'était, le coupa Rincevant. Toutes ces histoires de prêtres guerriers et de zombies mangeurs d'hommes, c'était il y a longtemps. Tout ce qui lui reste maintenant, ce sont des souvenirs et tellement de cicatrices sur le corps qu'on pourrait y jouer au morpion. C'est vrai, je le voyais quand même moins vieux, reconnut Deux Fleurs. Il ramassa un fragment de diamant. Alors, on devrait les laisser là retrouver nos chevaux et partir, dit Rincevant. Ce serait une sale blague, non? Ça se passera bien pour eux, dit Rincevant avec chaleur. La question c'est, te sentiras-tu tranquille en compagnie d'un type capable d'attaquer le bagage à main nue? C'est un fait, dit Deux Fleurs. Ils seront probablement mieux sans nous de toute façon. Tu es sûr? Ma tête a coupé, dit Rincevant. Ils retrouvèrent leur monture qui errait dans les broussailles, prirent un petit déjeuner de charquis de cheval mal séché et partirent dans ce que Rincevant croyait la bonne direction. Quelques minutes plus tard, le bagage émergea des fourrés et les suivit. Le soleil monta plus haut dans le ciel mais ne parvint pas à éclipser la lumière de l'étoile. « Elle a grossi durant la nuit, » dit Deux Fleurs. « Pourquoi personne ne fait rien ?»« Faire quoi ?» Deux Fleurs réfléchit. « Quelqu'un ne pourrait-il pas dire à la grande Atuine de l'éviter ?» dit-il. « De la contourner, quoi. » On a déjà cherché de ce côté-là, dit Rincevant. Les mages ont essayé de se brancher sur l'esprit de la grande Atuine. Ça n'a pas marché? Ah, si, très bien même, dit Rincevant. Seulement, la lecture d'un cerveau aussi vaste que celui de la tortue du monde avait posé quelques problèmes imprévus, expliqua-t-il. Les mages avaient d'abord répété sur des tortues communes et des espèces marines géantes pour pénétrer la tournure d'esprit des Chéloniens, mais s'ils savaient que le cerveau de la grande Atuine serait vaste, ils n'avaient pas compris qu'il serait lent. Il y a un groupe de mages qui le lisent à tour de rôle depuis 30 ans, dit Rincevant. Tout ce qu'ils ont découvert, c'est que la grande Atuine attend quelque chose. Quoi donc? Va savoir. Ils chevauchèrent un moment en silence dans un paysage rocailleux, suivirent une piste bordée d'immenses blocs de calcaire. Deux Fleurs finit par dire « On devrait revenir, tu sais. » Écoute, demain on aura atteint la Smarle, dit Rincevant. Il ne va rien leur arriver là où ils sont. Je ne vois pas pourquoi... Il parlait tout seul. Deux Fleurs avait fait volter sa monture et repartait au trot,
parfaite illustration de tout le talent équestre dont est capable un sac de pommes de terre. Rincevent baissa les yeux. Le bagage le regardait avec la fixité d'un hibou. « Pourquoi tu me regardes comme ça ?» fit le mage. « Il peut s'en retourner si ça lui chante. Qu'est-ce que j'en ai à faire ?» Le bagage ne répondit rien. « Écoute, je ne suis pas responsable de lui, » dit Rincevent. « Soyons bien clairs là-dessus. » Le bagage ne répondit rien, mais plus fort cette fois. « Vas-y, suis-le. Tu n'as rien à faire avec moi. » Le bagage rétracta ses petites jambes et s'installa sur la piste. « Bon, moi je m'en vais, » dit Rincevent. « Sans blague, » ajouta-t-il. Il ramena la tête de son cheval vers le nouvel horizon et regarda par terre. Le bagage n'avait pas bougé. « Ça ne sert à rien de me prendre par les sentiments. Tu peux rester là toute la journée, ça m'est égal. Moi je m'en vais, d'accord ?» Il lança un regard mauvais au bagage. Le bagage le lui renvoya. Chapitre 52. « Je me disais bien que tu reviendrais, » dit De Fleur. « Je ne tiens pas à en parler, » dit Rincevent. « Tu veux qu'on parle d'autre chose ?»« Ouais, eh bien, une discussion sur la façon de se débarrasser de ces cordes serait la bienvenue, » dit Rincevent. Il se tortilla dans les liens qui lui serraient les poignets. « Je ne vois pas ce que tu représentes de si important, » dit Erena. Elle était assise sur un rocher en face d'eux, l'épée sur les genoux. Le gros de la bande était allongé parmi les rochers loin au-dessus et surveillait la route. Il avait été si facile de tendre une embuscade à Rincevent et De Fleur que c'en était pathétique. « Wims m'a raconté ce que votre coffre a fait à Gansia, » ajouta-t-elle. « Je ne dirais pas que c'est une grosse perte, mais j'espère que cette malle a bien compris que si elle s'approche à moins d'1 kilomètre de nous, je vous tranche personnellement la gorge à tous les deux, oui ?» Rincevent hocha frénétiquement la tête. « Bien, » dit Erena. « On te veut mort ou vif, l'un ou l'autre, je m'en fiche. Mais certains de mes gars aimeraient peut-être avoir un petit entretien avec toi sur ces trolls. Si le soleil ne s'était pas levé au bon moment... » Elle laissa la phrase en suspens et s'éloigna. « Eh ben, nous voilà encore dans de beaux draps, » dit Rincevent. Il tira une nouvelle fois sur ses liens. Il y avait un rocher derrière lui. Et s'il arrivait à lever les poignets... Oui, il s'y attendait, la pierre l'écorcherait et elle était en même temps trop émoussée pour mordre la corde. « Mais pourquoi nous ?» demanda De Fleur. « Ça a un rapport avec cette étoile, hein ?» « Je ne sais rien de cette étoile, » dit Rincevent. « Je n'ai même jamais suivi de cours d'astrologie à l'université. »« À mon avis, toute cette histoire finira bien, » dit De Fleur. Rincevent le regarda. Ce genre de réflexion le déconcertait toujours. « Tu crois vraiment ça ?» fit-il. « Je veux dire, vraiment ?»« Eh bien, l'issue est en général heureuse si on réfléchit bien. Si tu considères qu'une vie perturbée depuis 1 an, c'est heureux, alors tu as peut-être raison. Je ne sais plus combien de fois j'ai failli me faire tuer. »« 27, » dit De Fleur. « Quoi ?»« 27 fois, » dit obligeamment De Fleur. « J'ai compté. Mais tu ne l'as jamais vraiment été. »« Quoi, compter ?» fit Rincevent qui commençait à éprouver l'impression familière que la conversation s'égarait. « Non, tuer. Ça ne te paraît pas louche ?»« Je n'ai jamais trouvé à y redire si c'est ce que tu penses, » répliqua Rincevent. Il regarda ses pieds furieux. De Fleur avait raison, bien entendu. Le sortilège le gardait en vie, c'était évident. Sûrement que s'il sautait d'une falaise, un nuage de passage amortirait sa chute. L'ennui avec cette théorie, se dit-il, c'est que ça marchait seulement s'il n'y croyait pas. Dès l'instant où il s'estimerait invulnérable, il mourrait. En définitive, c'était plus sage de ne pas y penser du tout. Tout de même, peut-être qu'il se trompait. Il était sûr d'une chose, il sentait venir le mal de crâne. Il espéra que le sortilège se trouvait dans le même coin et qu'il comprendrait sa douleur. Lorsqu'ils émergèrent du creux de terrain, Rincevent et De Fleur partageaient chacun la monture d'un de leurs ravisseurs. Le mage occupait une place inconfortable devant Wims qui, affligé d'une entorse à la cheville, était de mauvaise humeur. Le touriste, lui, était assis devant Erena, ce qui lui assurait, vu sa petite taille, de garder au moins les oreilles au chaud. Elle chevauchait un couteau à la main et l'œil aux aguets du moindre coffre ambulant. Erena n'avait pas tout à fait compris la nature du bagage,
mais elle était assez futée pour savoir qu'il ne laisserait pas deux fleurs se faire tuer. Au bout d'une dizaine de minutes, ils le virent au milieu de la route. Son couvercle ouvert invitait à s'approcher. Il était plein d'or. « Faites le tour, » dit Erena. « Mais c'est un piège. »« C'est vrai, » dit Wims, blanc comme un linge. « Vous pouvez me croire. » À contre-cœur, ils forcèrent leur monture à contourner la tentation étincelante et reprirent la piste au trot. Wims jeta un regard inquiet en arrière, redoutant de voir le coffre le suivre. Ce qu'il vit était encore pire. Il avait disparu. Au loin, d'un côté de la piste, les hautes herbes bougèrent mystérieusement avant de reprendre leur immobilité. Rincevent ne valait pas grand-chose comme mage, et encore moins comme combattant. Mais c'était un expert en couardise et il reconnaissait la peur à l'odeur. D'une voix tranquille, il lâcha « Il va vous suivre, vous savez. »« Quoi ?» fit Wims la tête ailleurs. Il scrutait toujours les herbes. « Il est très patient et il n'abandonne jamais. C'est à du poirier savant que vous avez affaire. Il va vous laisser croire qu'il vous a oublié, puis, un jour, vous marcherez dans une rue sombre, vous entendrez ses petits pieds derrière vous, clop, clop, qu'ils feront. Alors vous vous mettrez à courir et ils vous rattraperont, clop, clop, clop. »« La ferme !» cria Wims. « Probable qu'il vous a déjà reconnu, alors. J'ai dit la ferme. » Erena se retourna sur sa selle et les regarda d'un œil mauvais. Wims se renfrogna et tira l'oreille de Rincevent jusque devant sa bouche pour dire d'une voix rauque « Je n'ai peur de rien, vu. Ces trucs de mage, je crache dessus. »« C'est ce qu'ils disent tous jusqu'à ce qu'ils entendent les pieds, » dit Rincevent. Il n'alla pas plus loin. La pointe d'un couteau lui chatouillait les côtes. Chapitre 53. Rien ne se passa du reste de la journée, mais, à la satisfaction de Rincevent et à la paranoïa grandissante de Wims, le bagage se montra plusieurs fois. Ici, absurdement perché sur un rocher à pic, là, à demi dissimulé dans un fossé recouvert d'une mousse qui lui poussait dessus. En fin d'après-midi, ils parvinrent au sommet d'une colline et regardèrent en contrebas la large vallée du cours supérieur de la Smarle, le plus long fleuve du disque. Elle avait déjà près d'1 kilomètre de large, lourde du limon qui faisait de la vallée inférieure la région la plus fertile du continent. Quelques traînées de brume matinale enguirlandaient ses berges. « Clop !» fit Rincevent. Il sentit Wims sursauter sur sa selle. « Hein ?»« Rien, je me racler la gorge, » fit-il en souriant. Il avait mis beaucoup d'intention dans ce sourire. C'était le genre de sourire dont se parent ceux qui, le regard fixé sur votre oreille gauche, vous affirment avec insistance que des agents secrets de la galaxie voisine les espionnent. Ce n'était pas un sourire à inspirer confiance. On en a probablement vu de plus horribles, mais seulement chez l'espèce de sourire orange à raies noires et longue queue qui rôde dans la jungle en quête de victimes à qui les adresser. « Arrête ça », dit Erena en trottant à sa hauteur. À la jonction de la piste et de la berge du fleuve, il y avait un appontement grossier et un grand gong de bronze. « Je vais appeler le passeur, » dit Erena. « En traversant ici, on coupe un grand méandre du fleuve. Peut-être même qu'on trouvera une ville avant ce soir. » Wims avait l'air d'en douter. Le soleil grossissait et rougissait et la brume commençait à s'épaissir. « À moins que tu préfères passer la nuit de ce côté-ci du fleuve. » Wims ramassa le marteau et frappa le gong si fort que celui-ci fit un soleil complet autour de son support et tomba par terre. Ils attendirent en silence. Puis, dans un cliquetis mouillé, une chaîne sortit de l'eau et se tendit jusqu'à un piquet de fer planté dans le sol. Enfin, la forme lente et plate du bac émergea de la brume. En son milieu, le passeur encapuchonné s'échinait sur un gros treuil pour gagner la rive. Le fond plat du bac racla le gravier, et la silhouette encapuchonnée s'appuya sur le treuil hors d'haleine. « 2 à la fois, » murmura-t-elle. « J'ai tout, seulement 2, plus les chevaux. » Rincevent déglutit et s'efforça de ne pas regarder de fleurs. Il devait probablement arborer un sourire d'idiot sur sa goule enfarinée. Il risqua un regard en coin. De fleurs figées avait la bouche ouverte. « Ce n'est pas toi le passeur d'habitude, » dit Erena. « Je suis déjà venue et c'était un grand type, une espèce de... » « J'ai son jour de congé, »
Bon, ça va, dit-elle sans conviction. Dans ce cas, qu'est-ce qui le fait rire? Les épaules de Defleur s'agitaient. Sa figure était toute rouge et il étouffait des gloussements, des reniflements. Irena lui lança un regard mauvais puis considéra le passeur. Deux d'entre vous, là, emparez-vous de lui. Il y eut un silence. Ensuite, l'un des hommes demanda Qui? Le passeur? Oui. Pourquoi? Irena en fut comme deux ronds de flanc. Une chose pareille n'était pas censée se produire. Il était d'usage lorsqu'on criait des ordres du genre attrapez-le ou à la garde, que les hommes se précipitent pour obéir. Il n'était pas prévu qu'il reste assis à discuter. Parce que je l'ai dit. Elle ne trouva pas de meilleure réponse. Les deux hommes les plus près de la silhouette penchée se regardèrent avant de mettre chacun pied à terre et la main sur une épaule du passeur. Ils faisaient à peu près la moitié de leur taille. Comme ça? Fit l'un d'eux. Defleur manquait d'air. Maintenant, je veux savoir ce qu'il a sous sa robe. Les deux hommes échangèrent des coups d'œil. Je ne suis pas sûre que... commença l'un. Il n'alla pas plus loin parce qu'un coude noueux s'enfonça brusquement dans son estomac comme un piston. Son compagnon baissa une tête incrédule et se reçut l'autre coude dans les reins. Cohen pesta tandis qu'il se démenait pour dépêtrer son épée de sa robe tout en sautillant en crabe vers Irena. Rincevent grogna, serra les dents et lança brutalement la tête en arrière. Wims poussa un cri. Rincevent roula sur le côté, atterrit lourdement dans la boue, se releva en catastrophe, l'air affolé, et chercha autour de lui un trou où se cacher. Avec un cri de victoire, Cohen parvint à dégager son épée qu'il agita triomphalement, blessant grièvement un homme qui s'approchait à pas de loup par derrière. Irena poussa Defleur à bas de son cheval et tâtonna pour trouver sa propre lame. Le touriste voulut se relever et fit se cabrer un autre cheval, lequel désarçonna son cavalier dont la tête vint au niveau idéal pour que Rincevent lui balance un formidable coup de pied. Le mage était le premier à se traiter de rat, mais même les rats se battent quand ils sont acculés. Les mains de Wims s'abattirent sur son épaule et un poing de la taille d'un gros caillou s'écrasa sur sa tête. À l'instant où il s'écroulait, il entendit Irena annoncer calmement « Tuez ces deux-là. Moi, je m'occupe de ce vieux fou. » Bien, dit Wims qui se tourna vers Defleur, l'épée au clair. Rincevent le vit hésiter. Il y eut un instant de silence. Puis, même Irena entendit le pataugeage du bagage qui prenait pied sur la berge, dégoulinant d'eau. Wims le contempla avec horreur. Son épée lui tomba de la main. Il fit demi-tour et s'enfuit dans la brume à toutes jambes. La seconde suivante, le bagage bondissait par-dessus Rincevent et prenait l'homme en chasse. Irena poussa une botte à Cohen qui part à l'attaque et grogna à cause de l'élancement qu'il ressentit au bras. Les lames humides s'entrechoquèrent, puis Irena fut forcée de rompre lorsque Cohen lui porta un grand coup habile de bas en haut qui faillit la désarmer. Rincevent s'approcha en titubant de Defleur et le tira en vain. « C'est le moment de partir, » murmura-t-il. « Ça, c'est prodigieux, » s'exclama Defleur. « Tu as vu comment il... » Oui, allez, viens. »« Mais je veux... Joli, dites-moi. » L'épée de Irena lui vola de la main pour aller se planter en vibrant dans la boue. Avec un grognement de satisfaction, Cohen ramena son arme, vira un instant de l'œil, poussa un petit cri de douleur et se figea sur place. Irena le regarda étonnée. Elle risqua un mouvement en direction de son épée et, comme rien ne se produisait, s'en saisit, la soupesa et fixa Cohen. Seul l'œil angoissé de l'octogénaire bougeait pour la suivre tandis qu'elle tournait prudemment autour de lui. « Il a encore le dos coincé, » chuchota Defleur. « Qu'est-ce qu'on peut faire? » « On peut essayer d'attraper les chevaux. » « Eh bien, fit Irena, je ne sais pas qui tu es ni ce que tu fais ici, mais il n'y a rien de personnel là-dedans, tu comprends ?» Elle leva son épée à deux mains. Il y eut un mouvement soudain dans la brume et le coup sourd d'un lourd morceau de bois sur une tête. L'espace d'une seconde, Irena prit un air étonné, puis elle s'écroula en avant. Béthane laissa tomber la branche qu'elle tenait à la main et regarda Cohen. Elle le saisit alors par les épaules, lui mit un genou dans le creux des reins, exerça une torsion précise et le relâcha. Une expression de béatitude passa sur la figure du héros. Il essaya de se courber pour voir.
J'ai parti, dit-il. Mon dos parti. De Fleur se tourna vers Rinzvan. Mon père, lui, conseillait de se suspendre au chambranle d'une porte, dit-il, histoire de causer. Chapitre 54. Wims se déplaçait avec une extrême prudence entre les arbres rabougris chargés de brume. L'atmosphère pâle et humide étouffait tous les bruits. Mais il était sûr qu'il n'y avait rien à entendre depuis les 10 dernières minutes. Il se retourna très lentement et se permit alors le luxe d'un long soupir non fin. Il revint sous le couvert des buissons. Quelque chose lui donna un petit coup derrière la jambe, tout doucement. Quelque chose d'anguleux. Il baissa la tête. Ses pieds étaient plus nombreux que d'habitude. Il y eut un claquement bref et sec. Chapitre 55. Le feu dessinait un tout petit point de lumière dans un paysage de ténèbres. La lune ne s'était pas encore levée, mais l'étoile rougeoyante restait tapie sur l'horizon. « On la voit bien ronde maintenant, » dit Béthane. « On dirait un petit soleil, et je suis sûre qu'il fait plus chaud. »« Ah non, » protesta Rinzvan. « Comme si je n'avais pas assez de soucis. »« Ce que je comprends pas, » dit Cohen qui se faisait masser le dos, « c'est comment ils vous ont pris sans qu'on entende. On ne l'aurait jamais su si votre bagage n'avait pas sauté dans tous les sens. » « Et j'ai mis, » ajouta Béthane. Ils la regardèrent tous. « Bah, il avait l'air de gémir en tout cas, » dit-elle. « Je le trouve plutôt mignon, c'est vrai. » 3 paires et demie d'yeux se tournèrent vers le bagage, couché de l'autre côté du feu. Il se leva et se retira avec affectation dans l'ombre. « Facile à nourrir, » dit Cohen. « Difficile à perdre, » renchérit Rinzvan. « Fidèle, » suggéra De Fleur. « Spacieux, » dit Cohen. « Mais je ne dirais pas mignon, » dit Rinzvan. « Je suppose que tu veux pas le vendre, » fit Cohen. De Fleur secoua la tête. « Je ne crois pas qu'il comprendrait, » dit-il. « Non, c'est ce qui me semble, » dit Cohen. Il se mit sur son séant et se mordit la lèvre. « Je cherche un cadeau pour Béthane, voyez-vous. On va se marier. »« On s'est dit que vous deviez être les premiers à apprendre la nouvelle, » dit Béthane qui rougit. Rinzvan ne capta pas le regard de Fleur. « Eh bien, c'est très... Dès qu'on aura trouvé une ville avec un prêtre, » dit Béthane. « Je veux que ce soit fait dans les règles. »« C'est très important, » dit sérieusement De Fleur. « S'il y avait plus de moralité, on ne se fracasserait pas contre les étoiles. » Ils méditèrent là-dessus pendant un moment, puis De Fleur annonça gaiement. « Une nouvelle pareille, ça se fête. J'ai un peu de biscuits et d'eau s'il vous reste du charqui. »« Ah, bonne idée, » fit mollement Rinzvan. D'un signe, il attira Cohen à part. Avec sa barbe rafraîchie, le vieil homme aurait pu passer pour un septuagénaire par une nuit sans lune. « C'est... sérieux, » fit-il. « Vous allez vraiment l'épouser ?»« Bien sûr. Des objections. » Ben non, évidemment, mais enfin, elle a 17 ans et comment dire, vous êtes d'un certain âge. » « Il est temps de m'assagir, tu veux dire. » Rinzvan chercha ses mots. « Vous avez 70 ans de plus qu'elle, Cohen. Vous êtes sûr que... » « J'ai déjà été marié, tu sais. J'ai une assez bonne mémoire, » dit Cohen d'un ton de reproche. « Non, ce que je veux dire, c'est... Enfin, physiquement, il y a le problème de... Vous savez, la différence d'âge et tout ça. C'est une question de santé, n'est-ce pas? Et... » « Ah !» fit lentement Cohen. « Je comprends ce que tu veux dire. La fatigue. J'avais pas vu les choses sous cet angle. »« Non, sans doute, » dit Rinzvan qui se redressa. « Non, enfin, c'est normal. »« Tu me donnes à réfléchir. Pour ça, oui. »« J'espère que je n'ai rien bouleversé dans vos projets. »« Non, non, » fit distraitement Cohen. « T'excuse pas. T'as eu raison de me faire la remarque. » Il se retourna pour regarder Béthane qui lui fit signe de la main, puis leva la tête vers l'étoile rouge qui brillait dans la brume. Il finit par dire « On vit une époque dangereuse. » « C'est un fait. » « Qui peut dire ce que nous réserve l'avenir ? » « Pas moi. »
Cohen donna alors une claque sur l'épaule de Rincevin. Des fois, faut savoir prendre des risques, dit-il. Je sois pas vexé, mais je pense qu'on va quand même se marier et, ma foi, Il regarda Béthane et soupira. espérons qu'elle sera assez forte. Chapitre 56. Vers la mi-journée suivante, ils pénétrèrent dans une petite ville ceinte de murs, au milieu de champs encore verts et luxuriants. Il y avait pourtant beaucoup de circulation dans l'autre sens, semblait-il. D'immenses charrettes les croisaient en grondant. Des troupeaux de bétail cheminaient pesamment au milieu de la route. De vieilles femmes défilaient, le pas lourd, des meules de foin et les biens du ménage sur le dos. « La peste ?» demanda Rincevant en arrêtant un homme qui poussait une charrette à bras pleine d'enfants. Il fit non de la tête. « C'est l'étoile, l'ami, dit-il. Tu ne l'as pas vue dans le ciel. » Si difficile de faire autrement. On dit qu'elle va nous percuter à la veille du porcher, que les mers vont bouillir, que les pays du disque seront dévastés, les rois renversés et les villes comme des lacs de verre, récita l'homme. Moi, je m'en vais dans les montagnes. Vous serez mieux là-haut, c'est ça? Fit Rincevant sceptique. Non, mais on aura une meilleure vue. Rincevant rejoignit les autres. Il s'inquiète de l'étoile, dit-il. On dirait qu'il ne reste plus grand monde dans les villes. Ils en ont tous peur. Je ne voudrais pas vous inquiéter, dit Béthane. Mais vous ne trouvez pas qu'il fait chaud pour la saison? C'est ce que je faisais remarquer hier au soir, fit de Fleur. Très chaud, je me suis dit. J'ai l'idée que ça va chauffer encore beaucoup plus, dit Cohen. Entrons dans la ville. Ils parcoururent des rues quasiment désertes où se répercutaient les pas de leurs chevaux. Cohen détaillait les anciennes de toutes les échoppes et finit par arrêter sa monture. Voilà ce que je cherchais. Trouvez-je un temple et un prêtre, j'arrive tout de suite. Un bijoutier? S'étonna Rincevant. C'est une surprise. J'aurais besoin d'une nouvelle toilette aussi, dit Béthane. Je vais t'en voler une. L'atmosphère de la ville avait quelque chose d'étouffant, songea Rincevant. Il y avait aussi un détail très étrange. Sur presque chaque porte, on avait peint une grande étoile rouge. Ça donne la chair de poule, fit Béthane. On dirait que les gens veulent attirer l'étoile chez eux. Ou l'empêcher d'approcher, dit de Fleur. Ça ne marchera pas. Elle est trop grosse, dit Rincevant. Il vit leur visage tourné vers lui. Bah, ça va de soi, non? Fit-il sans conviction. Non, dit Béthane. Les étoiles ne sont que de petites lumières dans le ciel, dit de Fleur. Un jour, il y en a une qui est tombée près de chez moi. Un grand machin blanc, comme une maison. Elle a brillé pendant 10 semaines avant de s'éteindre. Cette étoile est différente, fit une voix. La Grande Athune est arrivée à la plage de l'univers. C'est le grand océan de l'espace. Comment tu le sais? Demanda de Fleur. C'est quoi? Fit Rincevant. Ce que tu viens de dire, sur les plages et les océans. Je n'ai rien dit. Si, vous l'avez dit, espèce d'idiot, hurla Béthane. On a vu vos lèvres bouger et tout. Rincevant ferma les yeux. Dans son esprit, il sentit le sortilège qui filait se cacher derrière sa conscience et qui marmonnait tout seul. D'accord, dit le mage. Pas la peine de crier. Je ne sais pas comment je sais, mais je sais, voilà. Quand même, vous auriez pu nous en parler. Ils tournèrent au coin de la rue. Toutes les cités au bord de la mer circulaire avaient un quartier réservé aux dieux, dont le disque était largement pourvu. Des quartiers d'ordinaire pleins de monde et guère intéressants du point de vue architectural. Les plus anciens dieux, évidemment, avaient eu droit à de grands et superbes temples. Malheureusement, les suivants avaient exigé un traitement égal et les lieux saints n'avaient pas tardé à voir fleurir appentis, annexes, greniers aménagés, seconds sous-sols et petits studios coquets, surpopulation religieuse et multipropriétés transtemporelles, car aucune divinité n'aurait conçu de vivre en dehors du quartier consacré. Le terme de tiercier aurait d'ailleurs mieux convenu que celui de quartier. On y brûlait d'ordinaire 300 sortes d'encens et le bruit y atteignait en temps normal le seuil de la douleur à cause de tous les prêtres qui appelaient à qui mieux mieux leur contingent de fidèles à la prière. Mais cette rue était d'un calme de mort.
de ce calme particulièrement déplaisant qui se dégage lorsque des centaines de personnes effrayées et en colère attendent debout en silence. Un homme en bordure de la foule se retourna et regarda de travers les nouveaux arrivants. Ils avaient une étoile rouge peinte sur le front. « Qu'est-ce qui... » commença Rincevant qui se reprit car sa voix lui paraissait trop forte. « Qu'est-ce qui se passe ?» ?»« Vous êtes étranger ?» fit l'homme. « En fait, on se connaît assez. » commença De Fleur avant de se taire. Béthane montrait la rue du doigt. Chaque temple arborait son étoile peinte. Il y en avait une particulièrement grosse barbouillée sur l'œil de pierre à l'extérieur du temple d'Io l'aveugle, le chef des dieux. « Oula !» fit Rincevant. « Io risque vraiment de se mettre en rogne quand il va voir ça. À mon avis, il ne faut pas traîner dans le coin, les amis. » La foule faisait face à une estrade rudimentaire installée au milieu de la large rue. On avait tendu une grande bannière sur tout le devant. « J'ai toujours entendu dire qu'Io l'aveugle voit tout ce qui se passe partout, » dit doucement Béthane. « Alors pourquoi il n'a pas... » »« Taisez-vous » intima l'homme auprès d'eux. « Daoné parle. » Une silhouette était montée sur l'estrade. Un homme grand et mince, coiffé comme un pissenlit. Aucune acclamation ne monta de la foule, seulement un soupir collectif. Il se mit à parler. Rincevant écouta avec une horreur grandissante. Où étaient les dieux ? Demandait l'homme. Ils étaient partis. Ils n'avaient peut-être jamais existé. Qui d'ailleurs se rappelait les avoir vus ? Et maintenant on leur avait envoyé l'étoile. Et ainsi de suite, d'une voix calme et claire qui employait des mots tels que assainir, nettoyer, purifier, et qui pénétrait dans le cerveau comme une épée portée au rouge. Où étaient les mages ? Où était la magie ? Avait-elle jamais fonctionné ou tout cela n'avait-il été qu'un rêve ? Rincevant commençait à vraiment craindre que de tels propos n'arrivent aux oreilles des dieux. Il pourrait se mettre en colère et s'en prendre à tous ceux qui se trouvaient là pour entendre ce discours. Mais d'une certaine façon, les courroux divins auraient encore été préférables au son de cette voix. L'étoile arrivait, disait-elle en substance, et on ne pouvait éviter son terrible feu quand... Rincevant n'en était pas sûr, mais il avait des visions d'épées, d'étendards et de guerriers aux yeux vides. La voix ne croyait pas aux dieux, ce qui, de l'avis de Rincevant, était tout à fait mérité, mais elle ne croyait pas non plus dans les gens. Un grand étranger encapuchonné à droite bouscula Rincevant. Le mage se retourna et leva les yeux vers un crâne grimaçant sous une capuche noire. Les mages, comme les chats, sont habilités à voir la mort. Comparé au son de la voix, la mort paraissait presque agréable. Il s'adossa contre un mur, sa faux appuyée près de lui, et hocha la tête à l'adresse de Rincevant. « Le spectacle vous plaît ?» murmura Rincevant. La mort haussa les épaules. « Je suis venu voir l'avenir, » dit-il. « C'est ça, l'avenir ?»« Un avenir, » dit la mort. « Il est horrible, » fit Rincevant. « C'est aussi mon avis, » dit la mort. « J'aurais cru que vous seriez d'accord avec tout ça. » Pas de cette façon. La mort du guerrier, du vieillard ou du jeune enfant, ça je comprends. Je fais disparaître la douleur et je mets fin à la souffrance. Je ne comprends pas cette mort de l'esprit. « À qui tu parles ?» demanda De Fleur. Plusieurs membres de la congrégation s'étaient retournés et regardaient Rincevant d'un œil méfiant. « À personne, » répondit Rincevant. « On ne pourrait pas s'en aller, j'ai la migraine. » Un groupe de badauds dans les derniers rangs de la foule chuchotait maintenant entre eux et les montrait du doigt. Rincevant attrapa les deux autres et les entraîna dans la rue transversale. « En selle et sauvons-nous, » dit-il. « J'ai le mauvais pressentiment que... » Une main lui atterrit sur l'épaule. Il fit demi-tour. Une paire d'yeux gris et troubles dans une tête ronde et chauve au-dessus d'un grand corps musculeux lui fixait l'oreille gauche. L'homme avait une étoile peinte sur le front. « Tu m'as l'air d'un mage » dit-il d'une voix qui laissait entendre que ce n'était pas une bonne idée et qu'elle risquait d'être fatale. « Qui ça ? Moi ? Non, je suis un commis. Oui, un commis, c'est vrai, » dit Rincevant. Il laissa échapper un petit rire. L'homme se tut un instant, mais ses lèvres remuaient silencieusement comme s'il écoutait une voix dans sa tête. Plusieurs autres étoilés l'avaient rejoint.
L'oreille gauche de Rincevent commençait à connaître un franc succès. « Je crois que t'es un mage, » reprit l'homme. « Écoutez, Objecta Rincevent. si j'étais un mage, je serais capable de faire de la magie, non? Je vous changerais en quelque chose. Je ne l'ai pas fait, alors je n'en suis pas un. » « On a tué tous nos mages, » dit un autre. « Certains se sont sauvés, mais on en a tué un bon paquet. Ils agitaient les mains et rien n'en sortait. » Rincevent le regarda fixement. « Et on croit que t'es un mage, toi aussi, » insista l'homme qui tenait Rincevent d'une poigne de plus en plus dure. « T'as le coffre à pattes et t'as l'air d'un mage. » Rincevent se rendit compte qu'on les avait et ses deux compagnons, le bagage et lui, séparés de leurs chevaux, et qu'ils occupaient désormais le centre d'un cercle qui se resserrait de mine sérieuse et grise. Béthane était toute pâle. Même Deux Fleurs, dont l'aptitude à reconnaître le danger valait celle de Rincevent à voler, avait l'air inquiet. Rincevent prit une profonde inspiration. Il leva les mains dans la pose classique qu'on lui avait enseignée des années plus tôt et proféra d'une voix rauque. « Arrière, sinon je lâche ma magie sur vous. » « Il n'y a plus de magie, » dit l'homme. L'étoile l'a balayé. Tous les faux mages ont débité leurs mots bizarres, mais il ne s'est rien passé. Alors ils ont regardé leurs mains avec horreur, et très peu en réalité ont eu le bon sens de se sauver. « Attention, » menaça Rincevent. « Il va me tuer, » songeait-il. « Voilà, je n'arrive même plus à bluffer. Nul en magie, nul en bluff. Je ne suis qu'un... » Le sortilège bougea dans son esprit. Il le sentit suinter dans son cerveau comme de l'eau gelée et rassembler ses forces. Un picotement glacé lui courut le long du bras. Sa main se souleva d'elle-même. Il sentit sa bouche s'ouvrir et se fermer, sa langue s'agiter lorsqu'une voix qui n'était pas la sienne, une voix vieille et sèche, articula des syllabes qui fusèrent dans l'air comme des nuages de vapeur. Du feu octarine lui jaillit de sous les ongles. Il s'enroula autour de l'homme terrifié jusqu'à le faire disparaître dans un nuage glacé, crachotant, qui s'éleva au-dessus de la rue où il resta un long moment immobile avant d'exploser dans le néant. Il ne restait même pas une petite volute de fumée grasse. Rincevent contempla sa main avec épouvante. Deux Fleurs et Béthane lui saisirent chacun un bras et le poussèrent à travers la foule médusée pour retrouver la rue dégagée. Il y eut un instant de flottement lorsqu'ils voulurent l'un et l'autre s'enfuir par une ruelle différente, mais bientôt ils couraient à toutes jambes en soutenant Rincevent dont les pieds touchaient à peine les pavés. « De la magie, » marmonnait-il, tout excité, ivre de puissance. « J'ai fait de la magie. »« C'est vrai, » dit Deux Fleurs avec douceur. « Vous voulez que je vous fasse un sortilège ?» demanda Rincevent. Il pointa un doigt sur un chien qui passait par là et prononça « Oui. » L'animal lui lança un regard offensé. « Si vous faisiez courir vos pieds beaucoup plus vite, ce serait mieux, » dit Béthane d'un air mécontent. « Bien sûr, » bredouilla Rincevent. « Pieds, courez plus vite. Eh, regardez, ils courent plus vite. »« Ils sont plus malins que vous, » dit Béthane. « Par où maintenant ?» Deux Fleurs fouilla du regard le dédale de ruelles autour d'eux. On entendait beaucoup de cris à quelque distance. Rincevent se dégagea en vacillant de leur prise et trottina d'un pas hésitant dans la ruelle la plus proche. « Je peux le faire, » brailla-t-il comme un fou. « Prenez garde, vous tous. »« Il est sous le choc, » dit Deux Fleurs. « Pourquoi ?»« Il n'avait encore jamais lancé de sortilège. »« Mais c'est un mage. » »« Tout ça est un peu compliqué, » convint Deux Fleurs qui s'élança derrière Rincevent. « N'importe comment, je me demande s'il s'agissait vraiment de lui. En tout cas, ce n'était sûrement pas sa voix. Allez, viens, mon vieux. » Rincevent les regarda, les yeux hagards sans le voir. « Toi, je vais te changer en rosier, » dit-il. « Mais oui, excellent. Allez, viens, » insista gentiment Deux Fleurs en le tirant doucement par le bras. Plusieurs ruelles résonnèrent de bruits de pas précipités, et soudain une dizaine d'adeptes étoilés s'avancèrent vers eux. Béthane attrapa la main flasque de Rincevent et la brandit d'un geste menaçant. « N'approchez pas !» hurla-t-elle. « Parfaitement, » brailla Deux Fleurs. « Nous avons un mage et nous n'hésiterons pas à nous en servir. »« Attention !» glapit Béthane qui fit pivoter Rincevent par le bras comme un guindeau. « Parfaitement, nous sommes puissamment armés. »« Quoi ?» fit Deux Fleurs.
Je disais, où est le bagage? Souffla Béthane dans le dos de Rincevent. De Fleur regarda autour d'eux. Le bagage n'était plus là. Rincevent produisait l'effet désiré sur les étoilés, en tout cas. Il se comportait devant sa main qui ondulait mollement comme s'il s'agissait d'une faux rotative, et il cherchait à se cacher les uns derrière les autres. Alors où il est parti? Comment je le saurais? Dit De Fleur. C'est votre bagage. Ça m'arrive souvent de ne pas savoir où est mon bagage. C'est le lot des touristes. De toute façon, il part régulièrement se promener tout seul. Il vaut probablement mieux ne pas se demander pourquoi. La populace finit par s'apercevoir qu'il ne se passait rien, et que Rincevent n'était pas en état de lancer des insultes, à plus forte raison du feu magique. Ils s'approchèrent en suivant ses mains d'un œil prudent. De Fleur et Béthane s'éloignèrent à reculons. De Fleur regarda alentour. « Béthane. » Quoi? Fit-elle sans cesser de fixer le groupe qui avançait. C'est un cul-de-sac. Vous êtes sûre? Je pense savoir reconnaître un mur de briques quand j'en vois un, dit De Fleur sur un ton de reproche. Alors c'est fini, dit Béthane. Vous ne croyez pas que si je leur expliquais... Non. Oh. Je ne crois pas qu'il soit du genre à écouter des explications, ajouta Béthane. De Fleur les observa. Il était, rappelons-le, d'ordinaire inconscient des dangers qui le menaçaient. Allant à l'encontre de l'ensemble des expériences humaines, De Fleur croyait que si seulement les gens se parlaient les uns les autres, vidaient quelques verres, échangeaient les portraits de leurs petits-enfants, peut-être même visiter une exposition ou n'importe quoi, tous les problèmes se résoudraient. Il croyait aussi que les gens étaient fondamentalement bons même s'ils avaient parfois leurs mauvais jours. Ce qui arrivait dans la rue lui faisait à peu près le même effet qu'un gorille dans une verrerie. Un tout petit bruit se produisit dans son dos. Pas tant un bruit du reste qu'un changement dans la texture de l'air. Les visages devant lui ouvrirent des bouches toutes grandes, firent demi-tour et détalèrent rapidement dans la ruelle pour disparaître. « Hé !» fit Béthane qui maintenait toujours debout un Rincevent désormais sans connaissance. De Fleur s'était retournée et regardait une grande vitrine pleine d'articles bizarres, une porte doublée d'un rideau de perles et une grande enseigne chapeautant le tout, qui maintenant disait, après que tous les caractères eurent fini de gigoter pour se mettre dans le bon ordre, Gamel Wang Irksel Yit Gashred Sungar et Patel, maison fondée en ça dépend. Fournisseur. Chapitre 57. Le bijoutier tourna lentement l'or sur la minuscule enclume et donna de petits coups de marteau pour mettre en place un dernier diamant curieusement taillé. « D'une dent de troll, vous dites » marmonna-t-il les yeux plissés sur sa tâche. « C'est ça, » dit Cohen. « Et je vous assure, vous pouvez garder le reste. » Il montrait du doigt un plateau de bagues en or. « Très généreux, » murmura le bijoutier. Un nain qui savait reconnaître une bonne affaire quand il en voyait une. Il soupira. « Pas beaucoup d'ouvrages ces temps-ci, » fit Cohen. Il jeta un coup d'œil par la petite vitrine et observa un groupe de gens au regard vide qui se rassemblaient de l'autre côté de la rue étroite. « Les temps sont durs, oui. » « Qui sont tous ces types avec une étoile sur le front ?» demanda Cohen. Le bijoutier nain ne leva pas les yeux. « Des fous, dit-il. D'après eux, je ne devrais pas travailler parce que l'étoile arrive. Je leur dis que les étoiles ne m'ont jamais fait de mal. J'aimerais en dire autant des gens. » Cohen hocha pensivement la tête lorsque 6 hommes se détachèrent du groupe pour s'approcher de la boutique. Ils portaient tout un assortiment d'armes et ils avaient le regard fixe. « Bizarre, » dit Cohen. « Comme vous le voyez, je suis un nain, » reprit le bijoutier. « L'une des races magiques à ce qu'on raconte. Les adorateurs de l'étoile s'imaginent qu'elle ne détruira pas le disque si nous nous détournons de la magie. Ils vont sans doute me tabasser un peu. C'est comme ça. » Il leva l'ouvrage qu'il venait de terminer dans une paire de Bruxelles. « Je n'ai jamais rien fait d'aussi curieux, » dit-il. « Mais ça n'est pas bête à mon avis. Comment avez-vous dit que ça s'appelait déjà ?»« Des dentiers, » répondit Cohen. Il contempla les objets en fer à cheval qui reposaient dans la paume ridée de sa main.
Puis il ouvrit la bouche et produisit une série de grognements pénibles. La porte s'ouvrit à la volée. Les hommes entrèrent à grands pas et prirent position le long des murs. Ils hésitaient, en sueur, mais leur chef écarta dédaigneusement Cohen et souleva le nain par sa chemise. « On te l'a déjà dit hier, demi-portion, » fit-il. « Tu sors d'ici sur tes jambes ou les pieds devant, pour nous c'est pareil. Alors maintenant on va vraiment… » Cohen lui tapota l'épaule. L'homme tourna la tête irrité. « Qu'est-ce qu'ils veulent, papy ?» gronda-t-il. Cohen marqua un temps pour permettre à l'autre de bien le regarder, puis il sourit. D'un sourire lent, paresseux, qui dévoilait 300 bons carats de joaillerie buccale dont l'éclat parut illuminer la pièce. « Je vais compter jusqu'à 3, dit-il d'un ton amical. 1, 2. Il propulsa un genou cagneux dans l'aine de l'homme avec un bruit de viande attendrie. Puis il pivota d'un demi-tour pour lui flanquer à toute force son coude dans les reins. Le meneur s'effondra et se retira dans son monde de douleur. 3. Lança Cohen au tas qui se tordait par terre. La théorie du combat loyal ne lui était pas étrangère, mais il avait depuis belle lurette décidé de se tenir à l'écart de pareilles considérations. Il regarda les autres hommes et fit étinceler son incroyable sourire. Ils auraient dû se jeter sur lui. Au lieu de quoi, l'un d'entre eux, que la possession d'un sabre rendait audacieux face à un vieillard désarmé, se glissa en crabe vers lui. « Oh non !» fit Cohen en agitant les mains. « Oh, allons, mon gars, pas comme ça !» L'homme le reluqua en biais. « Pas comme quoi ?» demanda-t-il méfiant. « T'as encore jamais tenu d'épée ?» L'homme se tourna à demi vers ses collègues pour qu'ils le rassurent. « Pas beaucoup, non ?» dit-il. « Pas souvent. » Il brandit son arme d'un geste menaçant. Cohen haussa les épaules. « Je vais peut-être mourir, mais j'aimerais au moins me faire tuer par quelqu'un qui tient son épée comme un guerrier, » dit-il. L'homme regarda ses mains. « Ça m'a l'air correct ?» fit-il hésitant. « Écoute, fiston, je m'y connais un peu. Je veux dire, approche-toi une seconde et ça t'ennuie pas au moins. Voilà, ta main gauche va là, autour du pommeau, et la droite se place, c'est ça, ici, et la lame te transperce la jambe. » Alors que l'homme hurlait et s'attrapait le pied, Cohen lui crocheta l'autre jambe et fit face au reste du groupe. « Ça devient agaçant, » dit-il. « Pourquoi vous me sautez pas dessus ?»« C'est vrai, ça, » dit une voix à hauteur de sa taille. Le bijoutier exhibait une hache très grande et très sale, garantie à ajouter le tétanos à la liste des horreurs de la guerre. Les 4 hommes pesèrent leur chance et firent retraite vers la porte. « Et nettoyez-moi ces étoiles ridicules, » fit Cohen. « Dites à tout le monde que Cohen le barbare sera très en colère s'il revoit d'autres étoiles comme ça, pigé ?» La porte se referma en claquant. La seconde suivante, la hache s'abattit dessus avec un bruit sourd, rebondit et tailla une lamelle de cuir au bout de la sandale de Cohen. « Pardon, » fit le nain. « Elle était à mon grand-père. Je m'en sers seulement pour couper du bois. » Cohen se tâta la mâchoire pour vérifier. Les dents sciées avaient l'air de tenir. « À votre place, je partirai quand même, » dit-il. Mais le nain courait déjà ici et là dans l'atelier pour verser des plateaux de pierre et de métal précieux dans un sac en cuir. Une trousse à outils atterrit dans une poche, un paquet de bijouterie terminé dans une autre, puis avec un grognement, le nain passa les mains dans des poignées de chaque côté de sa petite forge et se la hissa à bras-le-corps sur le dos. « Voilà, » dit-il, « je suis prêt. »« Vous venez avec moi ? » ?»« Jusqu'aux portes de la ville, si ça ne vous ennuie pas. Vous n'allez pas me le reprocher, hein ? » ?»« Non, mais n'emmenez pas la hache. » Ils sortirent dans le soleil de l'après-midi et une rue déserte. Lorsque Cohen ouvrit la bouche, des petits éclats de lumière vive éclairèrent les zones d'ombre. « J'ai des amis à récupérer tout près, » dit-il avant d'ajouter. « J'espère qu'ils vont bien. C'est quoi votre nom ? » ?»« Tétanus. »« Y aurait pas dans le coin un endroit où je pourrais… » Cohen prit plaisir à marquer un temps pour savourer les mots. « Où je pourrais m'offrir un steak. » Les adorateurs de l'étoile ont fait fermer toutes les auberges.
Ils affirment que c'est mal de manger et de boire quand... Je sais, fit Cohen. Je crois que je commence à saisir leur tournure d'esprit. Ils ne sont donc partisans de rien. Tétanus s'absorba un moment dans une profonde réflexion. Si, de mettre le feu, finit-il par dire. Ils sont plutôt bons pour ça. Aux livres, à tout. Ils allument de grands bûchers. Cohen était scandalisé. Des bûchers de livres? Oui, horrible, hein? Ça oui. Cohen était consterné. Quiconque menait une existence rude à la belle étoile savait la valeur d'un livre bien épais qui faisait au moins une saison de feu de camp quand on arrachait les pages à bon escient. Plus d'une vie avait dû son salut par une nuit de neige à une poignée de petits bois mouillés et un livre bien sec. Si l'on avait envie de fumer et que l'on ne trouvait pas de pipe, un livre faisait toujours l'affaire. Cohen savait bien que des gens écrivaient dans les livres. Il avait toujours considéré que c'était gâcher du papier en frivolité. Si vos amis les ont rencontrés, ils risquent d'avoir des ennuis, j'en ai peur, dit sombrement Tétanus tandis qu'ils remontaient la rue. Ils passèrent un angle et virent le brasier. On l'avait allumé au milieu de l'artère transversale. 2 fanatiques l'alimentaient avec des livres d'une maison voisine dont on avait enfoncé la porte et barbouillé les murs d'étoiles. La nouvelle de la présence de Cohen n'avait pas encore beaucoup circulé. Les brûleurs de livres ne lui accordèrent aucune attention lorsqu'il s'avança et s'adossa au mur. Des flocons racornis de papier brûlé bondissaient dans l'air chaud et s'envolaient par-dessus les toits. « Qu'est-ce que vous faites » demanda-t-il. L'un des 2 adorateurs, une adoratrice d'ailleurs, repoussa les cheveux de ses yeux d'une main noire de suie, regarda fixement l'oreille gauche de Cohen et répondit « On délivre le disque du mal. » 2 hommes sortirent du bâtiment et lui jetèrent un regard mauvais, du moins à son oreille gauche. Cohen tendit la main et saisit le gros livre que portait la femme. Sa couverture était incrustée de curieuses pierres rouges et noires qui formaient un mot. Cohen en était sûr. Il le montra à Tétanus. « Le Nécrotélécomnicon, » fit le nain. « Les mages s'en servent. Ça explique comment entrer en contact avec les morts, je crois. »« C'est comme ça, les mages, » dit Cohen. Il tâta une page entre le pouce et l'index. Elle était fine et assez douce. L'écriture à l'air organique, plutôt désagréable, ne le gênait pas du tout. Oui, un livre pareil ferait un véritable ami pour celui qui... « Oui, vous désirez ?» demanda-t-il à l'un des types étoilés qui lui avait agrippé le bras. « Il faut brûler tous les livres de magie, » dit l'homme, mais d'un ton mal assuré, car quelque chose dans les dents de Cohen lui donnait une désagréable impression de bon sens. « Pourquoi » fit Cohen. « Nous avons eu la révélation. » Le sourire de Cohen était à présent aussi large qu'un terrain de jeu de plein air, et sans doute plus dangereux. « Je crois qu'on devrait y aller, » fit nerveusement Tétanus. Un groupe d'adorateurs de l'étoile venait de tourner le coin de la rue derrière eux. « Moi, je crois que j'aimerais tuer quelqu'un, » dit Cohen sans cesser de sourire. « L'étoile ordonne de purifier le disque, » fit l'homme en s'éloignant à reculons. « Les étoiles ne parlent pas, » dit Cohen qui tira son épée. « Si vous me tuez, un millier d'autres prendront ma place, » dit l'homme désormais le dos au mur. « Oui, » fit Cohen d'une voix douce. « Mais le problème n'est pas là, hein? Le problème, c'est que toi, tu seras mort. » La pomme d'Adam de l'homme se mit à jouer au yo-yo. Il loucha vers l'épée de Cohen juste dessous. « C'est un problème, oui, » concéda-t-il. « Dites, et si on éteignait le feu ?»« Bonne idée, » fit Cohen. Tétanus lui tirailla la ceinture. Les autres adorateurs de l'étoile couraient dans leur direction. Il y en avait un grand nombre. Beaucoup étaient armés et la situation menaçait de devenir un peu plus sérieuse. Cohen les provoqua par des moulinets de son épée, fit un demi-tour et prit ses jambes à son cou. Même Tétanus avait du mal à le suivre. « Marrant, » octa-t-il alors qu'il s'engouffrait dans une autre ruelle. « J'ai cru, à un moment, que vous vouliez rester, pour vous battre. » C'était juste une blague. Dès qu'ils débouchèrent dans la lumière à l'autre bout de la rue, Cohen se jeta contre le mur d'angle
dégaina son épée, attendit la tête de côté à l'écoute des pas qui approchaient, puis fit décrire à sa lame un mouvement circulaire parfaitement horizontal à hauteur de ventre. On entendit un bruit déplaisant et plusieurs cris, mais Cohen était déjà loin dans la rue et courait de cette foulée curieusement traînante qui ménageait les oignons de ses orteils. Flanqué d'un tétanus au pas lourd et à la mine sombre, il bifurqua dans une auberge peinturlurée d'étoiles rouges, bondit sur une table en ne lâchant qu'un faible gémissement de douleur, courut sur toute sa longueur, pendant que, dans une chorégraphie quasi parfaite, Tétanus courait carrément en dessous sans baisser la tête, sauta au bout, se fraya un chemin à coups de pied dans les cuisines, et ressortait dans une autre ruelle. Ils bifurquèrent plusieurs fois à droite et à gauche au triple galop et se collèrent dans une encoignure de porte. Accroché au mur, la respiration sifflante, Cohen attendit que s'éteignent les petites lumières bleues et violettes. « Bon, haleta-t-il, vous nous ramenez quoi ?»« Le service à condiments, dit Tétanus. C'est tout ? Dis donc, j'étais obligée de passer sous la table, non? Vous n'avez guère fait mieux vous-même. » Cohen regarda dédaigneusement le petit melon qu'il avait réussi à embrocher dans sa fuite. « Sont plutôt coriaces par ici, » dit-il en mordant à travers l'écorce. « Vous voulez un peu de sel dessus ?» proposa le nain. Cohen ne répondit pas. Il s'était immobilisé, le melon à la main, la bouche ouverte. Tétanus inspecta les environs. Le cul-de-sac où il se trouvait était vide, en dehors d'un vieux coffre abandonné contre un mur. Cohen ne le quittait pas de l'œil. Il tendit le melon au nain sans le regarder et sortit au soleil. Tétanus l'observa qui tournait furtivement autour du coffre, du moins autant que le permettaient des articulations aussi grinçantes qu'un navire file en pleine toile, et qui le piqua une ou deux fois de son épée, mais avec grande précaution, comme s'il s'attendait presque à le voir exploser. « Ce n'est qu'une malle, » lança le nain. « Qu'est-ce que ça a d'extraordinaire, une malle ?» Cohen ne répondit pas. Il s'accroupit péniblement pour examiner de près la serrure sur le couvercle. « Qu'est-ce qu'il y a dedans ?» fit Tétanus. « Mieux vaut ne pas le savoir, » dit Cohen. « Aidez-moi à me relever, voulez-vous ?»« Oui, mais ce coffre... » « Ce coffre, » dit Cohen. « Ce coffre, il est... » Il fit un geste vague des mains. « Oblong ?»« Fantasmagorique, » fit Cohen d'un ton mystérieux. « Fantasmagorique ?»« Wep. »« Oh !» fit le nain. Ils restèrent un moment à regarder le coffre. « Cohen ?»« Oui. »« Ça veut dire quoi, fantasmagorique ?»« Eh ben, fantasmagorique, c'est... » Cohen se tut et baissa la tête avec humeur. « Balancez-lui un coup de pied et vous verrez. » Vlan. La botte naine à bout ferré de Tétanus atterrit dans le flanc du coffre. Rien ne se produisit. « Je vois, » fit le nain. « Fantasmagorique, ça veut dire en bois ?»« Non, » dit Cohen. Il aurait pas dû faire ça. »« Je vois, » répéta Tétanus qui ne voyait rien du tout et commençait à regretter que Cohen soit sorti en plein soleil. « Il aurait dû partir en courant, d'après vous ?»« Oui, ou vous mordre la jambe. »« Ah !» fit le nain. Il prit Cohen doucement par la main. « Il fait bon là-bas à l'ombre, » dit-il. « Pourquoi vous ne piqueriez pas un petit ?» Cohen se dégagea d'une secousse. « Il surveille ce mur, » dit-il. « Regardez, c'est pour ça qu'il fait pas attention à nous, il fixe le mur. »« Oui, bien sûr, » dit Tétanus d'un ton apaisant. « C'est évident. Il surveille le mur avec ses petits yeux. »« Soyez pas idiot, il a pas d'yeux, » le coupa Cohen. « Pardon, s'empressa de corriger Tétanus. « Il surveille le mur sans avoir d'yeux, pardon. » Je pense que quelque chose le chiffonne. »« Bah, il y aurait de quoi, non ?» dit Tétanus. « À mon avis, il veut qu'on s'en aille et qu'on le laisse tranquille. »« Je pense qu'il est perplexe, » ajouta Cohen. « Oui, certainement, il a l'air perplexe, » dit le nain. Cohen lui jeta un regard mauvais. « Qu'est-ce qui vous fait dire ça, vous ?» lança-t-il. Il parut à Tétanus que les rôles se renversaient injustement. Son regard alla de Cohen au coffre. Sa bouche s'ouvrit et se referma.
Et vous alors? Qu'est-ce que vous en savez? renvoya-t-il. Mais Cohen n'écoutait pas de toute façon. Il s'assit devant le coffre, du moins il supposait que la partie percée du trou de serrure représentait l'avant, et l'observa avec attention. Tétanus prit du recul. Curieux, ça, disait son cerveau. Mais ce fichu machin me regarde vraiment. Bon, Fit Cohen. je sais que tous les deux, on partage pas les mêmes opinions. Mais on essaye de retrouver quelqu'un qu'on aime bien, ok? Je... commença Tétanus, qui comprit alors que Cohen s'adressait au coffre. Alors, dis-moi où ils sont passés. Sous les yeux horrifiés de Tétanus, le bagage étendit ses petites jambes, prit son élan et se précipita contre le mur le plus proche. Des briques d'argile et du mortier poussiéreux explosèrent sous le choc. Cohen jeta un coup d'œil par la brèche. Il y avait une réserve crasseuse de l'autre côté. Le bagage au beau milieu donnait l'impression d'une extrême confusion.